Voilà, mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, en cette veille des Ides de mars, permettez-moi de vous adresser une très chaleureuse bienvenue à la leçon d'honneur de Dominique Joie. Cela, je dois vous le dire, me fait très plaisir de vous voir nombreux pour écouter notre orateur du soir, du début de soirée. Et en réalité, vous n'entendrez pas uniquement Dominique Joie, car il s'agit d'une leçon polyphonique. Vous entendrez plusieurs voix en français et en anglais. Dominique Joie vous en dira davantage tout à l'heure sur le dispositif qu'il a imaginé. Quelle meilleure façon de commencer l'année des festivités des 10 ans de l'Institut des sciences sociales qu'en saluant avec respect et amitié l'un de ses plus actifs membres fondateurs et directeur de l'Institut des sciences sociales de 2010 à 2012. Pour commencer, mesdames et messieurs, je souhaite poser quelques jalons de la carrière de Dominique Joie pour montrer, comment dire, la tectonique de ses affinités professionnelles et disciplinaires. Rassurez-vous, pour celles et ceux qui ont assisté à d'autres événements en hommage à Dominique Joie, je ne vous referai pas le coup de l'histoire de la Paloma, c'est-à-dire l'histoire de notre rencontre en mars 1985 dans une boîte de nuit à Barcelone, la boîte de nuit qui n'avait rien d'interlope, dois-je le préciser. Nous étions dans le cadre très respectable d'un congrès de l'ICPR. Donc je ne vais pas vous refaire le coup, je l'ai déjà fait 2 fois, ça suffit. Je vais utiliser un autre thème, les chats. Comme les chats que Dominique Joie affectionne particulièrement, il a eu plusieurs vies. Peut-être pas 7, mais au moins 4, du moins dans celles que je connais. Nous allons les parcourir comme un seul roman à clé, à travers 12 ouvrages emblématiques parmi la grosse vingtaine d'ouvrages qu'il a publiés. Une douzaine d'ouvrages pour résumer une carrière, vous me direz, ça n'est pas sérieux. En effet, ça n'est pas sérieux. Mais à ma décharge, disons que Dominique aime aussi les livres. Le parcours intellectuel et scientifique de Dominique Joie commence au département de sciences politiques de l'Université de Genève. C'est la période la plus politologique de la carrière de Dominique Joie. Sa thèse est intitulée « Structure politique et structure sociale, une analyse écologique de votation en Suisse 1920-1980 ». C'est déjà tout un programme. Et à l'issue de cette période que j'ai qualifiée de très Sciences Po, il publie avec Paolo Urio et d'autres un ouvrage intitulé « Sociologie politique de la haute administration publique en Suisse » qui est apparu chez Economica en 1989. Puis, au mi-temps des années 80, en 83 exactement, il commence une deuxième vie professionnelle à l'Institut de recherche sur l'environnement construit, l'IREC, de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. En 89, il publie avec Michel Bassan et Martin Schuller, qui est présent ce soir, un ouvrage bilingue, Les enjeux de l'urbanisation, Agglomerationsprobleme in der Schweiz. Dans les années 90, il fera principalement de la sociologie urbaine, devenant en quelque sorte le numéro 2 de l'Institut, aux côtés du professeur Michel Bassan. Cette séquence de sociologie urbaine, comme je l'appelle, sociologie urbaine aux sciences larges, se terminera en 2001 avec la publication d'une sorte de manuel Enjeux de la sociologie urbaine qui lui est apparu aux presses polytechniques et universitaires romandes. Mais n'ayez aucun doute, mesdames et messieurs, que dans l'intervalle et en parallèle, Dominique Joie continue aussi son travail de politologue en renouvelant en particulier les travaux sur la participation, sur la démocratie locale, sur la citoyenneté en Suisse
Et j'en ai une preuve avec cet ouvrage que vous avez sous les yeux, du moins sa couverture, intitulé « Habitants des quartiers, citoyens des villes », publié chez un jeune nouvel éditeur, Seismo. À la même époque, nous travaillons ensemble à une autre échelle que celle des quartiers. Nous travaillons sur les processus de métropolisation du bassin lémanique. Et je ne résiste évidemment pas au plaisir de vous montrer la couverture du livre que nous coéditons ensemble en 1995 au titre prophétique « Métropolisation », dans lequel nous annonçons tout simplement et très modestement l'émergence de la métropole lémanique de Genève à Vevey-Montreux en passant par Lausanne. Dès 1999 jusqu'en 2006, Dominique entame une troisième vie comme directeur de SIDOS, le service suisse d'information et d'archivage des données pour les sciences sociales à Neuchâtel. Il devient en même temps professeur associé à l'université de Neuchâtel. Pour diriger SIDOS, alors c'est facile de le dire aujourd'hui, mais il a le profil idéal. À partir de ses travaux à caractère méthodologique, ses collaborations avec l'OFS autour de la typologie des communes, puis de la typologie des agglomérations, avec toujours son compère, Martin Schuller, dont on a parlé tout à l'heure, et des collaborations avec aussi plusieurs sociologues de renom. Entre-temps, Dominique Joie a en effet publié, avec René Lévy, présent aussi, et Vincent Kaufmann, présent également, un important ouvrage qui a marqué Tous égaux, de la stratification aux représentations, qui paraît en 1997, à nouveau aux éditions Seismo. Cet ouvrage l'inscrit pleinement dans le paysage suisse de la sociologie, disons, officielle. Tous rassemblés à partir de là, ces travaux nourrissent déjà une véritable sociologie des inégalités sociales en Suisse. Dominique Joie confirme ainsi ce que j'appelle son tournant sociologique. Ce tournant, mesdames et messieurs, permet la quatrième vie de Dominique Joie, avec sa nomination comme professeur associé en 2006, puis professeur ordinaire en 2011 à l'Université de Lausanne, dans la faculté des sciences sociales et politiques. Depuis SIDOS, il a consolidé son profil méthodologique à travers la question de l'archivage des données, quantitatives et qualitatives, ou son intérêt pour les enquêtes téléphoniques, les échantillonnages et, je dirais, la mesure en général. Et qui mieux que lui, dans ce contexte-là, pouvait contribuer en 2008 à la venue de FORCE, le Centre suisse de compétences en sciences sociales, à l'Université de Lausanne, et ainsi incarner une collaboration programmatique entre FORCE et SSP en la coordonnant pendant 10 ans. Dans ce cadre, plusieurs ouvrages sont sortis, dont Understanding Research Infrastructure in the Social Sciences, et puis le rapport social, publié à intervalles réguliers, vous avez 2 couvertures sous les yeux, qui devient un des produits phares, si je puis dire, de cette nouvelle combinatoire des approches et objets d'étude de Dominique Joie. À ma connaissance, il y a eu 4 rapports sociaux et il a aussi, je dirais une cerise sur le gâteau, en 2016, la parution du très important The Sage Handbook of Survey Methodology, une sorte d'apothéose, de feu d'artifice, non pas final, car il a encore de nombreuses cartouches à tirer. Et dans cette quatrième vie, on observe dans ses travaux de nouvelles perspectives. Et ça, c'est intéressant. Si vous me permettez ce jargon, Dominique Joie, à partir de là, déspatialise ses approches pour les ancrer davantage dans des perspectives en termes de stratification et de mobilité sociale, de carrière professionnelle et, in fine, de parcours de vie. Vous voyez cette publication collective avec Dario Spini et Madame Spirinoli. C'est en 2011 que cet ouvrage paraît. C'est une manière de rappeler que Dominique Joie a aussi participé au développement du NCCIR Live sur les parcours de vie et les vulnérabilités. Au fond, en arrière-fond, je dirais, de ces travaux, on trouve toujours la question
de la construction des inégalités sociales. Il est frappant de noter que dans toutes les étapes de sa carrière, il a publié des travaux avec plusieurs collègues qu'il rejoindra ensuite en 2006 ici à la faculté. Et je me réjouis de les voir tous ici réunis, que ce soit Yanis Papadopoulos, une publication en 86, que ce soit René Knussel, une publication en 87, que ce soit aussi René Lévy dès 1994, ou moi-même dès 1993. Donc au fond, qu'ils se soient intéressés ensuite à la notion de capital social n'est probablement pas une surprise pour vous. Ces dispositions collaboratives se démultiplieront ensuite dès son arrivée dans la faculté en 2006. Il publiera avec un nombre très élevé de collègues de l'Institut des sciences sociales, dont on l'a dit, il prendra la direction en 2010. Je liste très rapidement pour vous montrer cette extraordinaire capacité collaborative. Dario Spini, Eric Widmer, Eva Green, Félix Bullmann, Guy Elcherot, Jean-Marie Le Goff, Davide Morselli, Sandra Penic, Boris Vernli, Peter Farago, Lavinia Gianettoni, Jacques-Antoine Gauthier, Caroline Robert, Marlène Sapin. Je suis en train de saluer la moitié de la salle au passage et j'espère n'avoir oublié personne. Et nous aurons encore la joie de publier ensemble cette même année 2006, désormais faste, un ouvrage avec des collègues genevois. Ironie de l'histoire, nous siégeons ensemble au décanat en 2012 et 2015, où nous avons probablement incarné cet ordre et ce désordre de l'esprit gestionnaire. Après tout cela, mesdames et messieurs, une question vient à l'esprit, elle donne le vertige. Mais alors, qui est Dominique Joie ? Quelle est la somme de toutes ces vies racontées, bien sûr à la hache ici, et vous me le pardonnerez? Est-il sociologue? Est-il politologue? Est-il géographe? Est-il méthodologue? La réponse, me semble-t-il, est tout cela en même temps. Il est cette figure idiosyncratique dont les trajectoires résidentielles et professionnelles ont passé par Fribourg, Genève, Neuchâtel, Lausanne et souvent par Berne aussi. En ce sens, je dirais que Dominique Joie est très suisse. Son goût du compromis, son optimisme invétéré, sa polyvalente agilité, son esprit de milice incarnent bien quelques-unes des institutions suisses. Un collègue anthropologue américain de la faculté me parlait récemment de la Suisse, selon lui, comme d'une société sophistiquée. Eh bien, je pense que Dominique Joie est un chercheur sophistiqué, au sens noble du terme. Il aime affronter les clivages entrecroisés et s'adosser à l'altérité. Il aime trouver des solutions multiniveaux. Il aime concilier les contraires. Il aime représenter la Suisse scientifique dans des panels internationaux en infatigable globe-trotter doué d'une décoiffante ubiquité. Semblable à une montre de grande complication, Dominique Joie a joué à saute-mouton à travers les fuseaux horaires comme à travers les disciplines qu'il a toutes pratiquées. Probablement y a-t-il aussi chez lui, je ne sais pas, mais s'il joue effectivement aux échecs, mais je vois le joueur d'échecs qui a toujours un coup d'avance, tant au niveau institutionnel que scientifique, ce qui en fait d'ailleurs aussi au passage un redoutable joueur de ping-pong. Chapeau l'artiste. Qui est Dominique Joie, ai-je questionné tout à l'heure. Il est très suisse, ai-je dit, et donc, souvenez-vous, très sophistiqué. Mais je vais vous dire maintenant mon sentiment profond. Dominique Joie, pour moi, est tout simplement un surdoué, un touche-à-tout de talent qui transforme chaque intuition en or, chaque projet en résultat et en publication, bref, une grande figure des sciences sociales suisses et européennes. Et il est en outre un extraordinaire et généreux collègue avec qui j'ai compagnonné presque sans interruption depuis 1989. Et donc, mesdames et messieurs, vous comprendrez
que ce n'est pas de gaieté de cœur que j'ai vu ce collègue et ami, si enthousiaste et engagé, tenter de prendre le large, car, entre autres talents, il navigue aussi. Mais rappelez-vous, les chats. Les chats ont 7 vies, et je n'ai évoqué ici que 4 d'entre elles. La 5e est celle qui nous permet de le côtoyer encore à Géopolis, toujours disponible et de bonne humeur. Mais c'est pour moi, ici et maintenant, l'occasion de lui exprimer la profonde reconnaissance de la faculté pour le travail accompli dans cette grande maison, qu'il a contribué fortement à transformer et qu'il en remercie ce soir du fond du cœur. Comment conclure? Peut-être par une boutade. Je ne crois aux statistiques que lorsque je les ai moi-même falsifiées. Ce n'est pas Dominique Joie qui dit cela, c'est Churchill. C'est pourquoi, pour entendre des choses sérieuses, il me faut maintenant donner la parole à Dominique Joie. Merci Jean-Philippe. Je suis un peu ému par cette entrée en matière, mais je vais essayer néanmoins de vous présenter une dernière leçon. Je vais donc essayer de reprendre quelques-unes de mes vies, pour reprendre l'expression de Jean-Philippe, en montrant qu'il y a peut-être une certaine cohérence ou en remettant une cohérence a posteriori. For the people that are not fluent in French, I will present my slide also in English, so that means that you can have an idea about what is inside. And fortunately, the end of the discussion with my friends Mick Cooper and Christoph Wolff will be in English, so we can mix a little bit the two languages. Une présentation à la fois anglais et français, aussi pour une raison que Jean-Philippe a mentionnée, c'est que on a une science qui est enracinée dans le contexte local. On est en Suisse, on parle de la Suisse, on étudie la Suisse, et en même temps, la science, pour moi, n'existe qu'en échangeant avec des collègues qui ont des perspectives différentes, qui viennent d'ailleurs, qui mélangent, qui animent les idées, etc. Et dans ce sens-là, l'anglais est une espèce de lingua franca, et je pense qu'il est tout aussi important pour une université d'avoir cet ancrage local et en même temps d'être capable de dialoguer avec les collègues du monde entier. Et c'était aussi une des idées pour lesquelles j'ai mobilisé Mick Cooper et Christoph Wolff, je vous présenterai plus tard, aussi pour avoir ce jeu entre le côté local et le côté d'ouverture et de... Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais discuter rapidement ce titre « Données et société », et puis reprendre un peu la perspective de mes activités, mais en espérant que les principes que je vais utiliser pour remettre ensemble les morceaux soient des principes qui sont encore utiles, valables aujourd'hui, et puissent continuer à faire vivre une certaine idée des sciences sociales, et puis aussi à faire vivre force dans la faculté, toute la relation qu'on a fait dans cette construction ici à Lausanne. Voilà. Alors, pourquoi données et société? D'abord, il y a un côté ludique. En fait, de jouer avec des données, ça m'a toujours amusé. Et si on n'est pas capable de s'amuser dans ce qu'on fait, je crois qu'on ne fait pas du bon travail. Donc, c'est une des raisons qui font que jouer avec les données, c'est intéressant. Mais il y a des raisons plus sérieuses par rapport à ça. Et en fait... ce que je vais essayer de vous dire, c'est que la production des données, c'est quelque chose qui est très lié à l'activité scientifique. Et qu'en fait, pour moi, la définition d'une bonne activité scientifique, c'est d'être capable d'avoir une réflexion sur ces données, de les produire par rapport à une base théorique, de les produire par rapport à l'activité, et que cette réflexion sur les données est au cœur de l'activité scientifique telle que je la conçois. Puis deuxièmement, ce que je vais essayer de montrer un petit peu tout du long aussi, c'est que les données, ce n'est pas quelque chose de fixe, ce n'est pas quelque chose d'objectif, c'est quelque chose qui est produit par la société, par le fonctionnement social. Et donc,
à la fois, on a un double mouvement. C'est une chose qui est construite et c'est une chose qui nous permet de parler de la manière dont la société se constitue elle-même. Autrement dit, on n'a pas une technique qui produit des objets positifs, mais on a une construction d'un objet scientifique sur lequel les données sont importantes. Et le troisième élément qui me paraît aussi important aujourd'hui, c'est que, et ça j'y reviendrai, c'est aussi un vieux débat, c'est que les données et les scientifiques doivent aussi aider à construire le débat social et le débat politique. Autrement dit, on est dans une société aujourd'hui, tout le monde parle de fake news, tout le monde parle de fausses nouvelles, etc. Et je crois qu'une partie du rôle des scientifiques, c'est aussi de pouvoir revenir et dire, voilà, sur un certain nombre de points, on a des données qui nous permettent de construire, on peut construire le débat sur ces données, d'avoir un débat informé. Et ensuite, bien sûr, le politique prend place, le social prend place, et le débat suivra son cours, mais au moins que l'on essaye le plus possible de se baser sur des éléments de discussion qui peuvent nous servir à ça. Et les données, pour moi, ça sert aussi justement à organiser le débat, et organiser le débat social, et organiser le débat politique. Je vais aussi revenir sur ce point tout à l'heure. Quand j'essaye de remettre de l'ordre dans mes 4 vies, comme dirait Jean-Philippe, je me demandais comment j'allais trouver quelque chose qui permette de lier ces différents aspects, ces différentes facettes. Et je me suis dit que, en regardant dans l'histoire de ce qu'on avait fait, de ce qu'il y avait, et quand je dis on, c'est toujours en collectif, parce que je pense que tout seul, on n'est pas bon. Donc, je vais parler des collègues que Jean-Philippe a déjà mentionnés. Je vais parler de ce qu'on a monté avec Peter Faragro sur Force. Je vais parler de Demain la Suisse, qui est aussi un programme qui a vraiment été important pour les sciences sociales en Suisse. Donc, je vais prendre des principes qui ont un petit peu guidé mes activités, même si le timing n'était pas juste, mais ça ne fait rien. Et je prendrai ces principes par rapport à 4 domaines. Le domaine parcours de vie, que Jean-Philippe a mentionné. L'histoire de Demain la Suisse, qui était une expérience extraordinaire pour les sciences sociales en Suisse. La création de Force, qui était aussi un moment de réflexion sur comment intégrer un centre de données ou de production de données ou de réflexion sur les données dans une faculté ou dans un cadre académique. Et puis, une petite marque sur multi, inter, transdisciplinarité, à voir dans quel sens on le prête et comment on découpe les choses entre ces 3 concepts. Donc, tout le monde qui a travaillé dans le domaine du parcours de vie sait qu'il y a, suivant les livres, 4 ou 5 grands principes qui organisent la recherche sur les parcours de vie. Bon, peu importe le nom, peu importe le détail. Le premier, c'est que le développement, il faut prendre en compte tout le développement tout au long de la vie des gens. C'est ce qui s'appelle le lifespan development. Le deuxième, ce n'est pas le principe sur lequel je m'appuie le plus, mais peu importe. Le deuxième principe, c'est le principe de l'agency. Là non plus, je ne vais pas m'étendre sur la chose. Je n'ai jamais su répondre correctement à la question sur qu'est-ce que c'est l'agency. Mais y compris alors qu'on me l'avait posé, alors que je postulais à l'Université de Lausanne, mais ça ne fait rien. L'idée, c'est qu'il y a une certaine liberté humaine dans les mécanismes et dans la mise en œuvre de ça, qui ne se réduit pas à des déterminants sociaux. Encore une fois, je n'en parlerai pas plus loin maintenant. Et le principe qui me paraissent les plus importants, c'est le principe de time and place, du temps et de l'espace. Autrement dit, on ne peut comprendre les actions humaines que si on est capable de les contextualiser par rapport à l'état d'une société à un moment donné. Et cette idée de contextualisation, soit dans le temps, soit dans l'espace, je crois que c'est une des choses qui est vraiment essentielle et que j'ai essayé de développer et que j'essayerai aussi de revenir quand je décrirai différents types de données qui nous permettent de nous situer par rapport à ça. Le 4e principe, c'est le principe de timing, donc aussi du temps dans le développement de la vie des gens. Dans ce sens-là, une leçon d'honneur, c'est aussi un moment qui marque un temps, un moment où on passe d'une activité très productrice à une autre forme de réflexion sur ce qu'il y a autour de nous et d'autres types d'actions. Et le dernier principe, c'est le principe de linked lives, c'est-à-dire des vies liées. Par définition,
les gens, les individus, ne fonctionnent que dans une société, que dans des relations avec les autres, etc. Et c'est une chose paradoxale que je reviendrai là-dessus, c'est que souvent nos enquêtes et nos données ont tendance à atomiser les gens, à juste les considérer comme des individus, comme des citoyens qui vont voter, qui sont tout seuls, qui sont isolés. Et donc de réintroduire dans la réflexion et dans les données l'idée de mettre en relation les gens et de considérer l'influence des autres sur les comportements, je trouve que c'est un principe tout à fait essentiel pour l'analyse et qui a été développé ces dernières années, en partie avec Jacques-Antoine, surtout avec Marlène Sapin et avec Christophe Wolff, j'y reviendrai. Deuxième gamme de principes, Demain la Suisse. Alors, bon, Peter Farago était une des chevilles ouvrières de Demain la Suisse, donc d'une certaine manière, je parle sous son contrôle. Mais il y a un certain nombre d'éléments que je reprends qui sont importants. Le premier, que j'aime bien, même si je le prononce certainement très mal, c'est l'idée de Problemorientierte Grundlagenforschung auf advanciertem Niveau. C'est l'idée que la recherche en sciences sociales doit être une recherche scientifique qui a ses propres exigences. Elle doit être fondamentale dans le sens qu'elle se base sur les mécanismes qui construisent la société. Elle doit être à un certain niveau, donc du niveau le plus avancé, donc elle doit être pertinente en termes de monde scientifique, en termes de concurrence internationale, en termes de se situer dans un espace international de la recherche. Mais en même temps, elle doit être problème-orientée, autrement dit, elle ne peut faire abstraction des problèmes sociaux qu'une société a à affronter. Autrement dit, on est ancré dans un terrain. Ce terrain a un certain nombre de contraintes, et on ne peut pas simplement faire des choses qui seraient complètement déconnectées du monde dans lequel on vit. Et j'aime bien cette idée qu'à la fois, on doit tenir la recherche fondamentale et en même temps, on doit retenir le fait qu'on est engagé et partenaire dans une société. Ça, c'est un des éléments que je trouve important. Le deuxième élément que je trouve important, j'ai déjà mentionné, c'est que Demain la Suisse a eu une importance très forte pour les sciences sociales, mais aussi pour les sciences sociales empiriques. L'idée était qu'il faut non seulement encourager des programmes de recherche, mais aussi construire des infrastructures de données pour pouvoir suivre les choses d'année en année. Et ça, c'est une des choses qui a été à la base de la création de Force, j'y reviendrai, mais notamment de construire un panel des ménages qui interroge les gens année après année pour suivre l'évolution, d'assurer aussi la participation de la Suisse dans des enquêtes internationales comme l'ISSP, International Social Survey Programme, ou l'enquête sociale européenne, avec une idée que c'est en se comparant, en dialoguant avec les autres, que l'on peut avancer, et que pour être capable de dialoguer avec les autres, il faut aussi avoir des données comparables. Donc aussi avoir une mise en place d'une stratégie comparative dès le début, qui permette précisément d'avoir ce dialogue entre ce qui se passe dans le pays et ce qui se passe au-delà. Ça, c'est, pour aller très vite, des principes, c'est ce que j'ai mis sous l'étiquette principe de Demain la Suisse. Et je pense que par rapport à ça, Demain la Suisse, ça a été très important dans la construction des sciences sociales. J'ai ajouté des principes qui sont les principes à la base de la création de force. Alors, non pas que ces principes sont un dogme, une loi qui régisse Force d'une manière ou d'une autre, mais au moment où on a rédigé le projet qui a permis à Force d'arriver à Lausanne, on l'a construit en fait en construisant une matrice qui était le croisement de deux axes ou de deux dimensions. Première dimension, c'était de dire il faut qu'un centre comme ça soit en résonance avec les points de force de l'Université de Lausanne. Et les points de force de l'Université de Lausanne, dans le projet de recherche qu'on avait fait, qui avait été associé et qui s'est servi à l'arrivée de Force à Lausanne, allait précisément sur 4 domaines. Après, il y a eu légères modifications sur ces domaines, mais les 4 domaines est quand même important à rappeler. Un, c'était précisément structure sociale et parcours de vie. Le deuxième, c'était changement et légitimation de l'ordre social, avec notamment tous nos psychologues sociaux qui ont travaillé et qui ont eu beaucoup de succès ensuite en mettant ces domaines dans un certain nombre d'enquêtes.
C'était Knowledge Society, la société du savoir, où Jean-Philippe était aussi associé à cet axe de recherche d'une manière très importante. Et c'était la question des inégalités de genre, qui effectivement était déjà une dimension des inégalités très forte. Bon, c'était la thèse de René Lévy, d'ailleurs, quelques années avant, mais ça a toujours été une dimension forte. Et à Lausanne, ça a aussi été une dimension intéressante parce qu'elle a aussi été traitée non seulement de manière quali, mais aussi dans des optiques plus quantitatives. Et je trouve que cette manière de traiter les questions des inégalités de genre de manière aussi quantitative, pas seulement qualitative, c'était aussi un des intérêts du programme. Donc ça, c'était d'un côté les forces de l'Université de Lausanne, les champs où on était supposé pouvoir avoir une dynamique qui puisse se développer. De l'autre côté, on était en matrice, et dire le programme scientifique de collaboration entre forces et l'université doit se construire d'abord avec le côté production des données. On a besoin d'être capable de produire des données de qualité. Donc, on doit être capable, on doit être bon en survey méthodologie, pour le dire comme ça, mais aussi se préoccuper de questions de traduction. Est-ce qu'il est possible de traduire un questionnaire d'une langue dans une autre ? Est-ce qu'il est possible de faire un questionnaire qui marche dans différents milieux ? Est-ce qu'il est possible d'avoir un questionnaire qui soit acceptable par tout le monde ? Et ainsi de suite. Une question aussi forte sur la mesure. Encore une fois, on a besoin de construire des mesures dans les sciences sociales, et j'y reviendrai sur qu'est-ce que j'entends par mesure. Une question de comment analyser les données. Et là, encore une fois, la méthodologie statistique est normalement bien établie, mais il y a peut-être à faire un peu plus de philosophie des méthodes, dans l'arsenal des méthodes qu'on a à disposition. J'essaierai d'y revenir aussi. Et puis, de réfléchir non seulement à la publication scientifique, mais aussi à communiquer au-delà. Et c'est là qu'on retrouve la même chose que Jean-Philippe a déjà montré, le rapport social, qui était une manière de faire dialoguer les sciences sociales et la société. Alors effectivement, au total, il y a eu 5 éditions du rapport social, depuis 2000 jusqu'à 2016. Les 3 dernières éditions étaient en français, anglais et allemand, pour avoir une dissémination relativement large. Et on va me dire, mais alors, pourquoi ça s'arrête à 2016 ou est le volume 2020 ? Entre-temps, je crois que le rapport social a changé un peu de forme, parce que je crois que les moyens de communication doivent aussi évoluer. Les premiers rapports sociaux avaient un CD-ROM à l'intérieur. Je ne sais pas qui a encore un lecteur de CD-ROM à disposition. Et donc, je pense que la série Social Change in Switzerland, que Daniel Husch coordonne, est aussi une manière d'assurer la suite de l'esprit du rapport social, et en tout cas de cette préoccupation de communiquer les résultats de la recherche des sciences sociales à un cercle plus large que juste une petite communauté scientifique. Multi-inter-transdisciplinarité, je vais aller très vite, mais néanmoins. Tout le monde sait qu'il y a un grand débat sous ces grands titres, et puis différentes notions. Multidisciplinarité, c'est simplement coller les disciplines les unes à côté des autres. L'interdisciplinarité, c'est commencer à mélanger les choses et mélanger les disciplines. Et puis la transdisciplinarité, c'est en fait réfléchir et travailler avec les gens qui sont l'objet, pour le dire comme ça, d'une politique ou d'une action, et ne pas simplement les considérer comme des sujets d'observation, mais bien des sujets d'action qui sont partenaires par rapport à ça. Alors, multidisciplinarité, c'est facile. Bon, pour l'anecdote, je mentionne quand même que pour moi, j'ai effectivement une thèse en Sciences Po, j'ai été prof de sociologie, mais j'ai aussi enseigné en département de mathématiques de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Et l'IREC, dont plusieurs d'entre nous sont issus, était dans le département d'architecture de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Donc c'est assez amusant de voir ce jeu sur les points d'ancrage qui permet effectivement des croisements de perspectives. Ceci dit, pour la transdisciplinarité, je pense que c'est un enjeu, et j'ai essayé de vous montrer que sur 2 ou 3 recherches, on a essayé de prendre sérieusement en compte cet enjeu d'une manière ou d'une autre. Alors, je ne sais plus si tu l'avais montré, cette série-là, Jean-Philippe, si, suite droite, oui. Mais suite gauche, le Handbook of Transdisciplinary Research, c'est un livre auquel j'ai été associé.
Et de manière très curieuse, mais qui m'amuse beaucoup, c'est pas le livre sur lequel j'ai le plus investi, mais c'est de loin le premier qui sort en statistique Google Scholar, avec quasiment 1 millier de références à cet ouvrage, ce que je trouve tout à fait stupéfiant et intéressant comme mécanisme. Donc, juste que, aussi, ça montre d'ailleurs que les publications les plus citées sont jamais celles qu'on attend, et sont des fois un peu saugrenues, mais pourquoi pas. Ok, ça c'est mes principes de départ. Maintenant, j'ai dit qu'un des points essentiels, c'était l'étude de la société. Alors, qu'est-ce qu'on a comme données pour étudier la société? Alors, dans une liste un peu, un inventaire à la Prévert, la première auquel je suis associé, c'est sans doute les sondages, les enquêtes, les surveys. Et effectivement, les surveys sont une des sources tout à fait intéressantes avec les difficultés qu'on a mentionnées. Avec un petit bémol d'ailleurs, c'est qu'il faut que ce soit des bonnes surveys, des bonnes enquêtes. Et j'ai l'impression qu'on a beaucoup d'enquêtes qui sont faites et beaucoup ne sont pas bonnes. En tout cas, celles qui sont faites, le sondage du dimanche sur êtes-vous pour ou contre la peine de mort ou pour ou contre le port du parapluie quand il pleut versus la casquette, sont des mauvais sondages qui détruisent complètement ce qu'on peut faire avec. Et qu'à contrario, on a une réflexion à dire quelles sont les enquêtes dont on a vraiment besoin. Et quand on a une bonne enquête, comment construire la mesure qui est nécessaire par rapport à ça. Et je pense qu'on n'a pas assez de travail sur les mesures, les bonnes mesures, et comment faire au mieux avec les mesures dans les enquêtes. Je fais une parenthèse, mais l'enjeu, il est de taille, parce que l'ISSP, le programme dont je vous parlais, a défini la longueur d'une enquête en nombre de ticks, en nombre de coches. Et donc, on a droit pour chaque édition à 60 ticks. 60 coches, 60 items. Et je vous assure que de faire une bonne enquête en un espace limité, c'est un exercice fabuleux parce que vous êtes obligé d'aller au meilleur, au plus efficace, etc. Mais que ça peut vous faire des années de développement. Celle qu'on a développée avec Marlène et Christophe sur les réseaux sociaux, c'était 3 ans de développement pour essayer d'arriver à la meilleure formulation possible dans les 60 ticks. Et je trouve que dans ce sens-là, les contraintes qu'on a sont aussi tout à fait intéressantes. On a des données administratives. L'Office statistique est une source très importante de données administratives. On a aussi des données qui sont construites par le processus. Dans les enquêtes, on parle de plus en plus de paradata, des données qui sont construites tout au long du processus. Il y a les big data qui sont tout à fait à la mode, et ainsi de suite. L'élément le plus important ici, c'est que je crois qu'on ne peut plus travailler sur une source unique de données. L'enjeu, c'est de savoir comment combiner ces différentes sources de données. Et Force est en train de travailler sur cette dimension, bien évidemment. Et ça pose une série de problèmes assez redoutables. Ça pose déjà, quand on combine 2 enquêtes qui ont des schémas de pondération, par exemple, qui sont propres à chacune, comment est-ce qu'on combine les schémas de pondération? Si on travaille avec des données administratives, comment est-ce qu'on traite le côté de statistique et d'inférence statistique, qui n'est pas tout à fait le même modèle que des données d'enquête. Quand on a des big data qui proviennent de Dieu sait quoi, on n'a aucune idée de la représentativité des données, comment est-ce qu'on les travaille et comment est-ce qu'on combine ces données qui sont produites dans leur propre logique avec des données qui ont tout à fait d'autres origines. Donc, et pour la statistique et pour les analystes de sciences sociales, il y a un défi qui est absolument extraordinaire, c'est comment mettre ensemble les choses de manière à en faire du sens et de pouvoir répondre à des préoccupations scientifiques. Le dernier aspect que je vais revenir là-dessus aussi très vite, c'est dans un certain nombre de projets qu'on a eus au temps de l'IREC, mais que je crois toujours d'actualité, on a essayé de tenir un parallèle entre le côté géographique et le côté sociologique. Et je vais essayer de vous montrer que ce parallèle, ça tient la route aussi par rapport à ça. Enfin, ça tient la route. C'est une piste intéressante. Alors, dans les définitions géographiques, il faut juste que je fasse attention de laisser du temps à la discussion avec mes complices. Un travail très important a été développé avec Martin Schuller, qui est ici, pour pouvoir prendre en compte le contexte géographique. En sachant qu'on a un problème d'échelle, les données les plus détaillées en Suisse sont sur la base des communes. Quand j'ai commencé à travailler à l'IREC, il y avait à peu près 3000 communes en Suisse.
Maintenant, il en reste à peine plus de 2000. Mais bon, passons sur cet élément de changement. Mais c'est donc une unité très désagrégée. Et évidemment, les mécanismes qui sont en jeu au niveau des communes ne sont pas les mêmes que ceux au niveau des cantons, qui sont de tailles très différentes. En plus, Appenzell intérieur est quelque chose comme moins de 20 000 habitants, et Zurich approche du million d'habitants. Donc on a aussi des problèmes d'unités très différentes quand on a ces unités. Et là, avec Martin, d'une part, il a défini ce qu'on a appelé les 106 régions de mobilité spatiale, MS, je ne sais pas pourquoi MS, mais aussi toute une typologie des différents niveaux pour qu'on puisse travailler correctement avec les notions d'échelle. Et ça, c'est une publication fétiche de Martin sur les niveaux géographiques de la Suisse, donc qui permet de travailler sur tous les niveaux d'agrégation, depuis les niveaux les plus élevés jusqu'aux niveaux les plus détaillés, avec chaque fois un modèle théorique, parce que ce n'est pas de la même chose quand on parle, si on est au niveau le plus local ou le niveau un peu plus général. Ça, Jean-Philippe a déjà tout dit, c'est bien. Ça me permet de sauter justement sur la notion d'échelle, mais aussi des différents types de données. Là, encore une fois, je ne vais pas aller dans les détails, mais les données d'enquête sont avant tout souvent basées sur l'individu. Très bien. A contrario, on peut travailler sur le niveau des cantons, par exemple, ou d'unités agrégées. C'est le niveau de l'analyse écologique. Ma thèse était précisément d'analyse écologique, c'était je le vote dans les différents cantons et les différents districts. Mais c'est intéressant aussi de travailler sur la dimension contextuelle, c'est-à-dire mêler des données individuelles, dans quel contexte les gens fonctionnent. Et puis d'autre part, entre ces niveaux micro et macro, il y avait un très joli article que j'ai toujours adoré, René, sur le niveau méso. Et je pense que cette conceptualisation du niveau méso, elle est absolument essentielle. Et j'essaierai d'y revenir si je m'en laisse le temps. Ça, je vais sauter. C'était un graphique issu de ma thèse. Donc à l'époque, on était au temps de la machine à écrire. Mais je le mentionne parce que c'est le résultat d'une analyse en corrélation canonique qui est basée sur des scores factoriels d'un côté et des scores factoriels de scores factoriels de l'autre. Et ce qui m'amuse, c'est que j'ai utilisé à peu près la même technique avec Christophe pour la question des réseaux sociaux. Et c'est une technique qui garde toute son actualité, même si la réalisation ici est de l'ordre d'une technique un peu révolue de ce côté-là. L'analyse, je ne résiste pas non plus à un petit plaisir, c'est que, évidemment, ça pose une question entre causalité et corrélation. C'est-à-dire que quand on a des données sur des unités agrégées, est-ce qu'on met ensemble des structures, on peut calculer des corrélations, quel est le sens de ces corrélations? Et ça, c'est un problème d'interprétation et théorique. Mais ce qui m'a beaucoup amusé, c'est que dans Le Monde, ce printemps, il y a un petit article qui dit « Corrélation en causalité, générez vos propres cartes pour ne rien démontrer du tout ». Donc vous avez deux cartes qui se ressemblent, mais qui n'ont absolument aucun lien de causalité. Et vous pouvez en construire des dizaines et des dizaines comme ça pour animer les soirées d'hiver. Mais ça pose un vrai problème sur qu'est-ce qu'on est en train de faire en termes d'inférence entre corrélation et causalité. Bien. Je vous ai dit que la question de la définition des nomenclatures, c'est-à-dire ce qui nous sert à observer nos unités, nos contextes, elle est très importante quand on est dans l'espace géographique. Mais en fait, on a exactement la même discussion du côté sociologie, notamment avec les mesures de position sociale ou les mesures de classe. Il y a un débat qui dure depuis 30 ans sur qu'est-ce que mesurent les classes sociales et quel est le meilleur instrument pour les mesurer. Au départ de tous ces groupes, il y avait une référence aux travaux d'Eric Colin Wright, qui au début des années 90, fin des années 80, avait un très beau livre qui s'appelait Classes, où il essayait de mettre en œuvre une conception marxiste des classes dans les analyses d'enquête. Et c'était un livre absolument super. Et en même temps, il se trouvait en opposition avec Goldthorpe, qui à l'époque essayait de mettre en avant et de promouvoir son schéma, EGP pour Ericsson, Goldthorpe, Portocarrero. Donc il y a tout un débat par rapport à ça. Je ne vais pas vous entraîner dans ce débat, n'ayez pas peur. Mais ce débat est resté très actif. Et d'ailleurs aussi, par un hasard amusant, un des participants à ce débat ultérieurement a été Daniel Husch, qui a aussi monté un schéma très fin de classe sociale et qui s'est retrouvé être mon voisin de bureau pendant plusieurs années. Donc on a une continuité ici à Lausanne sur ces questions-là. Mais
juste pour mentionner qu'on a dans l'IREC, et avec, il y avait aussi Martin dans ce projet-là, défini des catégories socio-professionnelles pour l'Office statistique suisse, et que ces catégories ont été utilisées tout au long des années 90, tout au long des années 2000, et j'ai vu qu'ils les avaient encore adaptées en 2017 dans le même esprit. Donc, il y avait aussi un côté important de pouvoir être comme chercheur à la base de la construction des nomenclatures, y compris la nomenclature officielle, qui, je pense, est un moment tout à fait important quand on réfléchit à la construction des catégories qui sont derrière. L'autre chose, par rapport au niveau méso, je ne résiste pas à vous présenter un graphique fou, parce qu'il m'amuse beaucoup ce graphique. C'est l'idée tout bêtement, en abscisse, vous avez le nombre d'années moyen de formation. Autrement dit, à quel âge les gens terminent leur formation. Vous avez en ordonnée, vous avez le revenu moyen des gens en Suisse d'une manière générale. C'est regroupé sur ce qu'on peut considérer comme un méso-level, c'est-à-dire les professions ou les occupations, en l'occurrence mesurées par l'ISCO, un code qui décrit, qui permet de cataloguer chacune des professions en Suisse. Et puis, on a donc une dimension générale qui montre que plus on a d'années d'études, plus, avec un certain nombre de conditions, le revenu obtenu est élevé. Tout va très bien. J'ai ajouté une chose dans ce petit graphique, qui est, est-ce que les professions sont plutôt féminines ou masculines ? Donc, si c'est des professions féminines, elles sont plus allongées, plus horizontales. Et si c'est des professions plus masculines, elles sont plus verticales. Et vous voyez que, comme par hasard, d'une manière générale, les professions verticales sont au-dessus des professions horizontales, pour le dire comme ça. Et puis, sur la droite, c'est plutôt des professions masculines que féminines. Et je trouvais que c'est une manière de présenter aussi les inégalités par profession, avec juste un petit graphique qui permet aussi d'introduire une dimension analytique de plus. OK. Bon, ça, je saute. Le dernier point, yes. C'est quand on définit des catégories, il est très important de savoir quel est le rapport entre ces différentes catégories. Est-ce que c'est des catégories qui sont complètement séparées les unes des autres ? Est-ce que c'est des catégories qui sont proches ? Quelle est la distance qui les joint ? Et qu'est-ce qu'il en est derrière par rapport à ça ? Et là, j'aimerais mentionner 3 pistes qui sont des fois anciennes, mais qui me paraissent toujours importantes. La première, c'est un travail avec Vincent et Martin sur la réversibilité des mobilités. C'est-à-dire, si je pendule pour venir enseigner de Genève à Lausanne tous les jours, le soir je rentre, et puis finalement c'est complètement réversible, j'ai juste un moment dans le train qui me fait la différence. Si je dois faire une migration d'un pays lointain jusqu'en Suisse par exemple, à ce moment-là c'est beaucoup moins réversible ou pas du tout réversible. Donc d'une part, entre deux régions, ou en 2 positions sociales, il y a différents types de mobilité qu'on peut imaginer, dont les conséquences ne seront pas du tout les mêmes en fonction de l'échelle, etc. Et là, ce travail était une manière qui permettait aussi de dire, OK, mobilité peut-être, mais mobilité se passe à différentes échelles, et les conséquences de la mobilité ne sont pas nécessairement les mêmes, et je pense que cette piste-là est toujours une piste intéressante. Deuxième chose où c'est notamment Vincent qui a travaillé par rapport à ça, c'est l'idée que c'est non seulement, ce qui est important, c'est non seulement la mobilité en tant que telle, mais aussi la capacité, la ressource à être mobile, pour le dire comme ça, et qu'on peut parler de capital mobilité au même titre que de capital économique ou de capital social. Je pense que c'est aussi une des choses qui est importante. Et le troisième élément qui m'a toujours beaucoup plu, ça c'est beaucoup plus le travail de Guy Elcherot, était de travailler sur notamment les effets de frontières, ou qu'est-ce que ça veut dire de passer d'une zone à l'autre, ou comment modéliser les effets de frontières et les effets d'influence. Et là aussi, je trouve que c'est une manière tout à fait fantastique de penser à qu'est-ce que veut dire la mobilité, et qu'est-ce que veut dire la distance, en fait, qui n'est pas une simple distance géographique, mais qui est une distance qui prend du sens différemment suivant les contextes, pour le dire comme ça, et je vais très vite.
Et je pense que ces challenges-là, cette manière de penser la mobilité, sont toujours des enjeux qui ne sont pas complètement, disons, qui méritent d'être encore valorisés. Caramba. Yes. Je me suis promis de m'arrêter à écart pour laisser la place au débat. Donc je vais sauter par rapport à autre chose. Vous avez promis de parler un tout petit peu de transdisciplinarité. Et par rapport à ça, il y a une série de choses qui me paraissent importantes à mentionner. Ce que Jean-Philippe a rappelé, c'est les questions de participation, notamment autour des enquêtes quartiers, mais il y a eu d'autres choses, notamment à Genève aussi, sur comment organiser la participation des habitants dans un contexte donné. Et je pense que là aussi, c'est une dimension qui est intéressante parce qu'on se concentre, on ne reste pas à faire simplement de l'observation de comment les gens vivent dans les différentes unités, mais on commence à travailler, en partie travailler avec eux, sur des enjeux de participation. La deuxième chose, dans ce sens-là, il y avait aussi toute une série de recherches qui étaient importantes avec Daniel Kubler, avec Dominique Malatesta, avec Dominique Auxerre, sur les toxicomanes en milieu urbain et sur comment lutter contre l'épidémie de sida en offrant des services urbains. Alors c'est une chose qui se faisait dans les années 90, c'était un moment où la médecine était aussi un peu démunie pour lutter contre le sida, et donc avait besoin des sciences sociales pour travailler sur ces questions de transmission. Et je pense que là aussi, il y avait un vrai engagement social dans ce qu'on faisait, qui est aussi important à garder en ligne de compte, et qu'on n'était pas purement en académique qui fait de l'analyse, mais aussi engagé dans les problèmes de la société à un moment donné. Alors si on a fait juste ou pas, ça j'en sais rien, mais je pense qu'encore une fois, il y avait cette idée de participer aux problèmes de la société. Je pense que c'est une dimension qu'on doit tenir en compte aussi. Ok, je saute. Et puis, le dernier point que j'aimerais mentionner, c'est l'idée du capital social. Je vous ai dit que c'était quand même important aussi, dans les dispositifs d'enquête notamment, de prendre en compte les linked lives. Et qu'en fait, on ne sait pas toujours très bien comment mettre ensemble, comment considérer, comment mesurer, encore une fois un problème de mesure, ces linked lives, et donc les ressources sociales, l'idée de capital social des gens que nous avons dans notre enquête. Et là, il y a eu, ces dernières années, une série d'enquêtes dont notamment Marlène a été cheville ouvrière pour travailler sur la mesure des réseaux et les intégrer dans une série d'enquêtes. Alors, on a un panorama qui est un peu unique par rapport à ça dans le monde, vraiment d'une série d'enquêtes qui testent différentes hypothèses, qui testent différentes mesures et qui nous ont permis d'avancer relativement vite par rapport à ça. Alors, oui, je vais faire ça. Par rapport à ça, justement, cette question de la mesure touche une série de questions sur les enquêtes. Et là, je suis très fier parce que Jean-Philippe a mentionné le Sage Handbook. Tom Smith, qui est aussi un des auteurs, est aussi présent dans la salle, ou de Christophe, mais aussi parce qu'aujourd'hui, on corrige les épreuves de notre prochaine publication par rapport à ça, avec Christophe et Marlène. Et je suis toujours séduit par l'idée qu'un nouveau livre va sortir avec le contact du papier et le travail de correction par rapport à ça. Je sais, je suis un peu old style pour ça. Je préfère les livres aux articles, mais néanmoins, je suis très heureux de vous annoncer que d'ici 2 ou 3 semaines, il y aura un nouveau livre sur la table. Merci aussi à tous ceux qui ont travaillé par rapport à ça. Bref. Non. J'avais prévu de vous raconter comment est-ce qu'on pouvait mélanger sociologie urbaine et enquête. Et notamment vous montrer comment la position et spatiale et sociale des répondants pouvait influencer et la réponse et le design d'une manière générale. Alors je vous laisse dans l'obscurité de ce schéma, dont vous ne savez certainement pas lire les cases d'où vous êtes, mais c'était une des manières de remettre ensemble sociologie urbaine et méthodologie d'enquête, qui je pense aussi est une piste qui pourrait être poursuivie. Jusque-là, j'espère vous en montrer un peu le lien entre les données, la méthode et les enjeux sociaux. Et puis que nos outils sont complètement imprégnés, sont complètement fondés dans les processus sociaux et les réalités sociales. Et en outre, que les données d'enquête sont aussi, en fait, le résultat d'un processus social au même titre que les autres choses que l'on a.
Par exemple, les travaux sur les incentives, donc sur les cadeaux qu'on donne aux répondants, ont montré que ce qui compte, c'est qu'on fasse un cadeau, ce n'est pas du tout la valeur du cadeau. Donc on est bien dans une logique d'échange social, on n'est pas dans une logique monétaire. Et donc là, on retrouve des parallèles entre enquête et société. Mais inutile de dire aussi que ces enjeux sont en train de changer, que les choses changent d'ailleurs très vite. Il y a 30 ans, l'enquête se faisait en face-à-face essentiellement. Maintenant, on a des difficultés à payer des enquêtes en face-à-face pour envoyer des enquêteurs aux quatre coins du pays. 10 ans plus tard, les enquêtes en Suisse étaient très souvent faites par téléphone. Maintenant, je suis sûr que vous avez la même expérience que moi. Quand mon téléphone fixe sonne, c'est soit un démarcheur d'assurance ou de fausse publicité, soit une boîte d'enquête qui essaye encore d'avoir des répondants par ce moyen-là. Et donc, la technique d'enquête par téléphone devient beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, ne serait-ce qu'à cause de ces contraintes, de ces changements de mode de vie, et ainsi de suite. De même pour les enquêtes en face-à-face, dans les grandes villes, les 3/4 des portes ou la totalité sont fermées par des digicodes, donc absolument impossible pour un enquêteur d'entrer dans l'immeuble pour trouver les répondants. Donc on a un monde des enquêtes qui change très vite. Et le sujet que j'ai proposé à mes hôtes, ils étaient évidemment libres d'accepter ou pas, était de parler du futur des enquêtes et du futur de la recherche en sciences sociales. So I switched to English. The idea was to have not only thinking about my past studies, my past research, but also to try to have the actual debate with the people which are involved in the research today. And for that, there are two persons which are the wonderful ones. So one is Mick Cooper, which is professor at Ann Arbor, if I am correct, but it's also the chair of the Scientific Council of Force. And I like very much the idea to have this link between the Scientific Council of Force, which will continue to help Force to develop its own agenda. And so it was important for myself to have Mick, which is a good colleague for many, many years. And the other one, Christoph Wolff, is now president of GESIS. GESIS is a big institution in Germany, a little bit the big brother or the big sister, I don't know, of Force, but a little bit larger. But also, Christoph is a colleague from which I have made a lot of different projects, from the Handbook of Survey Methodology to the ESSP on network and other projects that we have still. So I propose that Christoph, Mick, you jump here and that we continue the discussion around the table.